Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode méconnu, voire inconnu, souvent relégué à la marge des manuels scolaires lorsqu'il y figure la guerre de Corée. Un conflit, le premier conflit chaud de la guerre froide qui a éclaté en 1950 et qui a vu s'affronter deux blocs idéologiques dans une péninsule déjà meurtrie par l'occupation japonaise. Si l'engagement américain est bien connu, on sait beaucoup moins qu'un bataillon français constitué de volontaires a participé au combat sous l'égide de l'ONU. Ces hommes, près d'un millier au départ, ont combattu dans des conditions extrêmes pour une cause qu'on leur avait simplement présentée comme celle de la liberté. Pour retracer leur histoire, nous recevons aujourd'hui Jean-François Pelletier, passionné d'histoire militaire, qui publie aux éditions Emdahl un ouvrage remarquable qui fera date dans l'historiographie, intitulé « Les Français dans la guerre de Corée ». BF, bataillon français de l'ONU, entre 1950 et 1953. Fruit de plus de 20 ans de recherche dans les archives, mais aussi avec des entretiens d'anciens combattants, ce livre documente avec précision l'engagement du bataillon français, tout en redonnant un visage à ces soldats oubliés. Qui étaient-ils? Pourquoi sont-ils partis? Qu'ont-ils vécu là-bas? Et surtout, pourquoi cette guerre et leur mémoire ont-elles été aussi vite effacées de notre récit national? Autant de questions que nous allons aborder ensemble pendant cette émission. Jean-François Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Donc, comme je le disais, vous êtes passionné d'histoire militaire. Vous avez produit plusieurs ouvrages principalement consacrés à l'uniformologie ou bien aux armes, souvent avec les éditions Emdahl. Alors, je le disais, ce livre, c'est 20 ans de recherche à peu près, dans les archives à la Défense nationale, avec les vétérans, dans les photos, etc. Il y a plus de 900 photos dans un livre qui fait 500 pages, donc c'est énorme. Et votre livre s'ouvre avec une dédicace poignante à Raymond Goujon, héros inconnu de cette guerre oubliée. Alors, pourquoi cette dédicace? Que vous finissez la dédicace en écrivant « Les morts qui sont oubliés meurent une deuxième fois ». Alors, est-ce que Raymond Goujon était-il représentatif de ces hommes anonymes? Tout à fait. Alors Raymond Goujon, pour vous raconter brièvement l'histoire de ce combattant, c'est un jeune de l'assistance publique, comme beaucoup au sein du bataillon de Corée d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc Raymond Goujon est à l'assistance publique, il apprend le métier de minotier. Et lorsqu'il a 18 ans, il part à l'armée. Et là, il commence à trouver une première camaraderie et il se porte volontaire pour l'Indochine. Il part dans une unité aéroportée en Indochine, il fait son temps, à l'issue il revient, et personne ne l'attend, en France bien sûr. Donc il a trouvé une famille, et il se décide de repartir, et il entend parler de la guerre de Corée, du bataillon français de l'ONU, et il se porte volontaire pour le bataillon de l'ONU. Donc sur le bateau qui l'emmène en Corée, il rencontre un autre soldat qui lui part pour l'Indochine. Il sympathise, et il se trouve que ce soldat qui part pour l'Indochine a une sœur. Ils habitent du côté de Vichy, dans l'Allier, un petit village qui s'appelle Abray. Et les conversations aidant, Raymond Goujon lui demande si la sœur de ce camarade accepterait d'être sa marraine de guerre, puisqu'il n'a personne. De lui écrire. Donc, je n'en sais pas plus au niveau des échanges de courrier, mais on peut imaginer, au vu de ce qui a suivi, qu'il y a eu au moins un échange de courrier, au moins un courrier de Raymond Goujon à cette dame. Raymond Goujon débarque en Corée, fin août. Et il est tué le 26 septembre, dans le combat mythique de Crèvecoeur. Dans un premier temps, son corps est inhumé à Pusan, où sont inhumés tous les soldats de l'ONU, avant d'être renvoyés dans les territoires qui les concernent. Et lui, il repose là un certain temps, jusqu'à ce qu'après la guerre, les services de l'armée retrouvent sa marraine de guerre, et proposent à sa marraine de guerre de recueillir le corps de Raymond Goujon, ce qu'elle accepte. Et quand le cercueil, le gros cercueil métallique américain arrive à Abray, dans cette petite commune, on dit à cette dame, maintenant c'est à vous de vous occuper des obsèques, il faut payer les obsèques. Cette pauvre femme, elle n'avait pas les moyens de payer les obsèques. Le cercueil va rester pendant 1 mois dans le dépositoire du cimetière. Finalement, on trouve une solution. Certainement, je crois que c'était le Souvenir français qui s'occupe des obsèques. Raymond Goujon est inhumé. C'est une petite tombe modeste, un tas de terre, une petite croix en bois. Sa marraine de guerre qu'il n'avait jamais rencontrée s'en occupe. Et puis un jour, cette dame meurt à son tour. La tombe s'affaisse, la croix disparaît et la tombe elle-même disparaît. Ayant eu connaissance de cette histoire, j'ai recherché la tombe, j'ai retrouvé la tombe. Je vous ferai grâce de l'Odyssée. Et là, j'ai pu
faire rénover cette tombe, recréer la tombe finalement. Et depuis, la mémoire de Raymond Goujon est honorée et on s'occupe de fleurir sa tombe. Et donc vous ouvrez le livre. J'ouvre le livre avec Raymond Goujon et je le termine avec l'histoire de Raymond Goujon. Vous avez aussi, je crois, un grand-oncle qui a participé à la guerre. Est-ce que ça a été pour vous un déclencheur? C'est l'effet déclencheur. J'ai effectivement un grand-oncle qui a participé à la guerre de Corée et qui est parti avec les tout premiers volontaires, qui a débarqué à Pusan en novembre 1950. En octobre 1950, et qui a participé au premier combat, c'est-à-dire Wonju, Twin Tunnel, Shipyongni, la côte 1037. Ensuite, là, il a été rapatrié en France, il était un taux d'invalidité à 80% et 3 citations en si peu de combats. Donc, j'ai eu la chance de le connaître. Malheureusement, il est mort assez tôt, mais il a pu me raconter quelques anecdotes, quelques souvenirs. Et c'est grâce à lui que je suis rentré dans l'association des anciens du bataillon de Corée. Et là, c'était la révélation. J'ai pu rencontrer beaucoup d'anciens qui, à l'époque, étaient encore vivants. Et là, c'était pour moi merveilleux parce que j'ai pu avoir ce contact direct avec ces hommes qui avaient vécu les événements qu'ils m'ont racontés. Ce qui explique d'ailleurs ce travail sur ce temps long, parce que bien évidemment, vous avez rencontré ces vétérans. Voilà, et puis il a fallu que je compare les récits de ces gens-là, en qui j'avais une confiance absolue, certes, mais quand même par rapport au texte officiel. Donc il a fallu que je plonge dans les JMO, dans les documents, et que je compare tout ça. Et voilà, c'était un travail assez long, il est vrai. Alors, comme je le disais en introduction, on connaît mal ce conflit en France. Ce serait intéressant de se replacer dans le contexte historique et politique. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ce conflit a éclaté? On est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel est le... Je remonterai beaucoup, on peut remonter beaucoup plus tôt. Je dirais que remonter aux sources du conflit. Voilà, pour moi, la guerre de Corée commence en 1905. C'est-à-dire avec alors là, on va faire vite parce que très vite avec l'occupation japonaise qui annexe la Corée en 1910. Mais donc il a fallu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont mis d'accord avec les Russes pour intervenir en Corée, de manière à chasser les Japonais de Corée. Mais les Russes sont allés beaucoup plus rapidement que ne le pensaient les Américains. Il a fallu dans l'urgence, tracer une ligne de démarcation qui s'est avérée être celle du 38e parallèle, où les Soviétiques sont restés au nord et les Américains au sud. Les Soviétiques ont installé au pouvoir Kim Il-sung, qui était un communiste et qui était un résistant, ceci étant un résistant coréen vis-à-vis des Japonais. Et au sud, par contre, les Américains ont mis en place Syngman Rhee, qui était lui également un résistant coréen. Et voilà, donc il y a eu ces deux blocs déjà qui existaient en Corée. Et ensuite, il y a eu le déclenchement de la guerre, donc le 25 juin 1950, lorsque les Nord-Coréens envahissent. Là, vous parlez des Soviétiques, il y a également les Chinois, la Chine est... Alors, les Chinois sont intervenus, effectivement avec le soutien aussi des Soviétiques, bien évidemment, mais ils sont intervenus, directement, avec des troupes, ce que n'ont pas fait les Soviétiques. Il y a quand même eu à peu près 500 conseillers militaires soviétiques qui sont avérés comme ayant participé à la guerre. Quelques pilotes de MiG également, mais la grosse force humaine, c'était les Chinois, avec des millions d'hommes. Là, on en reparlera, mais alors, comment le conflit a éclaté? Quel a été il a éclaté, j'allais dire, tout simplement par une invasion nord-coréenne du Sud. Le Sud ne s'attendait pas du tout à cette invasion. D'ailleurs, il y avait pas mal d'unités qui étaient en repos, beaucoup de militaires qui étaient en permission, quand l'armée nord-coréenne a déferlé sur le Sud, le 25 juin 1950. Et personne ne s'y attendait. Et c'était un repli jusqu'à Pusan, où là, il y a eu un abcès de fixation, de résistance. Et alors, quelle est la réaction des Coréens du Sud? Il y a une première résistance? Ils se sont bien battus, mais ils n'avaient pas les moyens qu'avaient les Nord-Coréens, qui étaient soutenus par les Soviétiques, qui leur avaient fourni le matériel, l'armement, les chars et les conseillers techniques. Alors qu'au Sud, il y avait surtout des forces de police et une armée qui était encore embryonnaire, qui était formée par les Américains. Et cette invasion est décidée par les Soviétiques en accord avec les Nord-Coréens? Est-ce que l'on sait... J'étais pas dans le secret, mais je pense que le
petit père des peuples avait pour ambition de conquérir la péninsule, effectivement. De la Corée. Oui. Et donc comment réagissent tout de suite il n'y a que les États-Unis qui soient présents sur le territoire. Alors au début, il n'y a que les Sud-Coréens, avec quelques unités, quelques conseillers militaires américains. Donc ces troupes sud-coréennes sont refoulées jusqu'à Pusan. Et là, il y a l'appel des Nations Unies pour intervenir. Et les premières unités, ce sont des unités américaines qui interviennent et qui finalement arrivent à repousser les Nord-Coréens jusqu'au Yalu, c'est-à-dire jusqu'à la frontière avec la Mandchourie carrément. Et donc, à quel moment l'ONU, qui est toute neuve, au mois d'août, décide d'intervenir? Au mois d'août 1950, il décide d'intervenir et il demande donc à tous les pays libres de participer. La France sort de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'on soit 5 ans après, on avait abandonné les tickets de rationnement 1 an avant. Oui, puis on commence à être engagé en plus en Indochine. En plus, on est engagé depuis 1945 en Indochine. On n'a pas les moyens de notre politique, j'allais dire. Et cependant, on veut revenir sur l'échiquier international et il nous faut intervenir. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas démunir l'armée qui est en Indochine, donc il faut trouver une solution. Et là, on propose la création d'un bataillon formé de volontaires. C'est tout à fait innovant et c'était également une crainte parce qu'on s'est dit les volontaires, ça va être des gens qui vont venir un peu de tous les horizons et on va peut-être avoir un souci de cohésion. Oui, alors ce recrutement, comment s'opère-t-il et auprès de qui s'opère-t-il? Alors, bien évidemment, au sein de l'armée, d'active, mais là, les chefs de corps rechignent à laisser partir leurs éléments, qui sont bien souvent les meilleurs éléments, qui veulent aller au baroud. Donc, au final, on a 50% des officiers qui viennent de l'active et 50% qui viennent de la réserve. On a 70% des sous-officiers qui viennent de l'active, 30% de la réserve, et là, c'est le point d'achoppement de ce bataillon, c'est qu'on a seulement 10% de la troupe qui vient de l'active, et 90% de la réserve. Et c'est là où était la crainte. De la réserve ou bien des gens qui... non, il fallait quand même que... Il fallait quand même avoir eu une expérience. Voilà, donc les plus jeunes avaient 18 ans, les plus anciens avaient une quarantaine d'années, et pour les plus jeunes, donc ils n'avaient pas d'expérience militaire, mais eux, par contre, quand on dit qu'ils étaient issus de l'active, ils venaient du service militaire, où ils finissaient, où ils étaient en activité au service militaire. Et le recrutement se fait par quelle voie? Par voie de presse, par messages diffusés dans les... bureaux de recrutement dans certaines villes? Les gendarmeries, les mairies. Bon, mais à l'époque, bien évidemment, on placardait pas trop les affiches pour recruter pour le bataillon de Corée, compte tenu de la politique et des problèmes. Oui, parce que là, en 1950, donc surtout, on est dans une France avec un parti communiste très puissant. Très puissant, qui crache sur les blessés qui reviennent d'Indochine, qui balance le matériel à l'eau, qui sabote le matériel pour l'Indochine. Donc, il fallait être courageux, je pense, en 1950, pour s'engager au bataillon de Corée. Et c'est le premier mandat de l'ONU, finalement? C'est le premier mandat, première intervention militaire de l'ONU. Ce qui d'ailleurs semble avoir un petit peu gêné l'ONU longtemps, parce que c'est la première fois que l'ONU, quelque part, il faut le dire, c'est la première fois que l'ONU tuait, puisqu'il y a eu des combats. Donc c'est resté une intervention, peut-être aussi la raison pour laquelle c'est une guerre un peu oubliée. Alors vous écrivez, le bataillon se veut sans peur, il sera en plus sans reproche, mais je voudrais savoir quel type de profil, surtout donc parmi la troupe, vous dites oui. Il n'y a que 10% qui proviennent de l'active. Oui. Quel type de profil rejoint ce bataillon? Tous les profils. Vous parlez de Goujon, enfants d'assistance. Oui, alors il y a effectivement les enfants d'assistance publique. À ce sujet-là, je travaille actuellement avec un ami, Jean-Michel Besson, et on travaille sur un autre livre. Et on a pu établir qu'il y avait 3667 soldats français qui sont partis là-bas en Corée. Et on a été impressionnés par le nombre de jeunes issus de l'assistance publique. Ouais. Et c'était pour eux la solution de sortir de cet état de misère à l'époque. Autrement, hormis ces garçons, il y avait, vous aviez des commerçants, vous aviez des rentiers, vous aviez des chefs d'entreprise, des pharmaciens, des dentistes, des avocats, des artisans, des baroudeurs. Des gens qui partaient à l'aventure, bien évidemment. J'ai même eu la confidence d'un ancien, qui était un homme exceptionnel. Je dirais son nom parce qu'il m'a donné les raisons de son engagement. Il m'a dit, moi je suis parti pour me faire tuer.
Il avait 22 ans et sa fiancée s'était tuée dans un accident de circulation et il était parti pour se faire tuer. Il est revenu avec 3 citations, la médaille militaire comme 2e classe, enfin... Et il a fait une carrière, et Dieu merci, il a survécu à tout ça. Il a survécu. Je le disais, nous sommes 5 ans après la guerre. Est-ce qu'il y a aussi des profils de résistants, voire de gens qui voulaient échapper à la justice Oui, bien évidemment. Alors, il y avait beaucoup, même parmi les réservistes, avaient fait la résistance. Certains avaient déjà combattu en Indochine, la grande majorité d'ailleurs. Il y a eu quelques brebis galeuses qui ont essayé d'échapper à la justice en s'engageant. Compte tenu du fait que ce bataillon a été créé dans l'urgence, il n'a pas toujours été facile au début de repérer ces gars-là. Mais ils ont été rapidement repérés et il y en a même qui ont été débarqués durant le premier voyage, qui ont été débarqués en cours de route. Mais il y a beaucoup de résistants, beaucoup, oui. On a accusé également qu'il y avait des collabos, mais il reste à savoir ce qu'on entend par collabos. Il y avait de tout. Et pour avoir connu pas mal de ces anciens, je peux dire que chacun d'eux est un roman individuel. Ils ont tous des parcours incroyables. Et alors, qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui parlent d'une légion de repris de justice ? Je ne vais pas être vulgaire, mais c'est une connerie. Et alors, on a parlé de la troupe, et qu'en est-il des chefs, des officiers ? On va parler de la figure centrale du général Monclar, mais l'état-major de ce bataillon, est-ce que ce sont aussi des volontaires, bien évidemment, mais est-ce que l'armée française a dit, voilà, c'est toi qui vas y aller avec tel ou tel état-major ? Comment ça s'est Ils ont tous été volontaires. Et d'ailleurs, je pense que, bon, j'y étais pas, mais je pense que, comme on dit, ça se bousculait un peu au portillon. C'était quand même la première intervention des Nations Unies. Donc le général Monclar a été, lui, nommé par les uns, et le commandant Lemire, qui était le chef du bataillon, a été, lui, nommé par d'autres. Ce Monclar était quoi avec elle ? Alors, il était général, mais lui, il était à la tête de l'état-major des forces françaises de l'ONU, des forces terrestres françaises de l'ONU. Et le commandant Lemire était, lui, à la tête du bataillon. Ce qui a d'ailleurs créé un problème au sein de l'unité, parce que le général Monclar, qui était issu de la Légion étrangère et qui était un baroudeur, un combattant confirmé et un homme exceptionnel, voulait toujours être au plus près de sa troupe, et donc il a même accepté de quitter ses étoiles. Oui, il retire ses étoiles de général. Pour prendre les galons de lieutenant-colonel, de manière à pouvoir s'interposer entre le commandant Lemire et l'état-major du régiment américain dans lequel ils allaient être inclus. Mais tout ça, c'était pour la bonne cause, j'allais dire. Malheureusement, on allait se rendre compte que ça allait créer des problèmes de commandement et puis même de tension au sein du bataillon. Alors ce bataillon français de l'ONU, est-ce qu'il y a d'autres volontaires étrangers d'autres pays, à part les Américains, c'est une armée mais il y a eu les Belges, les Néo-Zélandais, des Italiens qui avaient une ambulance, il y avait des Indiens qui avaient une ambulance parachutiste, il y a eu des Canadiens, il y a eu des Britanniques. Oui, tous les pays ont voulu participer et ont participé. Donc sur le terrain, qui commandait, Monclar ou Lemire ? Alors, qui commandait d'abord, c'était le commandant du régiment américain. Oui. Il faut savoir que quand le bataillon des premiers volontaires ont débarqué là-bas en Corée, aucun régiment américain ne voulait les Français. On va en parler, oui. Voilà, parce que c'est les perdants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les Américains qui nous avaient sauvés, ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc personne ne voulait des Français. Et c'est le 23e régiment d'infanterie américaine qui faisait partie de la 2e division d'infanterie. La 2e division d'infanterie, elle avait été créée en France en 1918. Donc il y avait ce lien avec la France déjà. Et qui a bien voulu accepter ces Français. Et dès qu'ils ont commencé à combattre, les Américains se sont rendus compte de la valeur de ces combattants, et après, tout le monde voulait les Français à côté d'eux sur le front. Est-ce que cet appel au volontariat rencontre un grand succès ? Il y a combien d'hommes ? Oui. Il y a eu beaucoup de volontaires. Il y a même des volontaires qui écrivaient directement à l'ambassade, qui n'était pas encore une ambassade à l'époque, de Corée en France, quoi. Non, il y a eu beaucoup de volontaires. Il a fallu faire un tri. Il a fallu choisir les 1042 premiers qui sont 1042. Partis. C'est 1042 qui sont partis. Le chiffre était fixé par l'ONU ou... Non. Alors c'est un chiffre en fait qui était fixé par les Américains directement, puisque ce bataillon français devait s'insérer dans un régiment américain,
qui était composé de 3 bataillons, et il devait former un 4e bataillon. Et pour ce faire, pour que ce soit cohérent et que ce soit commandable, il fallait le structurer comme un bataillon américain. Et là, le bataillon américain, c'était 1017 normalement. Donc les Français ont mis 1017, mais ils ont rajouté un petit peu de manière à arriver à 1042. Donc, 1042 volontaires qui partent en Corée. Qui partent les premiers. Les premiers, donc ils partent en bateau. Donc une première sélection est faite. Il n'y a pas d'entraînement d'abord en France. C'est juste une sélection. Très peu. Ils n'ont pas le temps. Le message de création date du 25 août 1950. Donc un mois après l'invasion. Et ils embarquent 2 mois après. Donc le temps de rassembler les volontaires, de faire toutes les démarches administratives, les piqûres, les vaccins, l'équipement, le matériel. Il y a très très peu d'entraînement à Auvour. Ils sont regroupés au camp d'Auvour. C'est 2-3 marches, c'est 2-3 manœuvres, mais c'est inexistant comme formation. Et ça a d'ailleurs été la crainte. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils partent en Corée en bateau? Ils partent sur la TOS 2, un vieux bateau. C'est une expédition? C'est un mois de voyage. Là encore, plein d'anecdotes. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Plein d'anecdotes. Une peut-être? Une peut-être. Un jour, les hommes de troupe ont refusé d'aller manger au mess, au réfectoire, parce qu'ils en avaient marre du pois cassé. On leur donnait que du pois cassé, que des pois cassés. Donc ils ont manifesté quelque part, et puis on a changé le menu ce jour-là. Donc ils arrivent en Corée. Alors vous avez dit que les Américains, comment ils sont perçus par les Américains? Je vous dis, personne n'en voulait. Et puis bon, les premiers soldats qui débarquent, ils voient les soldats américains commencer à discuter, puis ils disent, nous on est volontaires. Et les Américains les regardent avec des yeux écarquillés. Vous êtes volontaires pour venir dans cet enfer, mais c'est pas possible, vous êtes fous, quoi. Ils ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, notre anecdote, quand les premiers volontaires sont arrivés dans le port de Pusan, je me rappelle, ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont dit, on a eu une drôle d'impression parce qu'on était accueillis par une fanfare américaine et coréenne. Et puis il y avait des enfants, des petits-enfants coréens qui étaient là avec des chrysanthèmes. Nous, en France, le chrysanthème, c'est la mort. Alors que là-bas, c'est le bonheur, c'est l'espérance, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai choc, je dirais, logistique, climatique également, parce que on s'imagine pas, la Corée est un pays, on en reparlera dans les conditions de combat, est un pays qui peut être très froid. Tout à fait. Alors ça a été à l'origine, les volontaires étaient partis pour 2 ans. Ouais. Le contrat était de 2 ans. Et là, on s'est vite rendu compte que les personnes tiendraient 2 ans. Donc on a ramené, d'ailleurs le général Monclar est revenu entre-temps au mois de mars 1951 pour négocier justement ça avec les états-majors. Il fallait absolument ramener le délai à 1 an, compte tenu des conditions climatiques. Alors en été, vous pouvez monter jusqu'à 42, 43 degrés. Et en hiver, ça descendu jusqu'à -30. Et quand on connaît les conditions des premiers volontaires qui ont combattu donc de janvier à mars-avril, enfin ils ont combattu tout le temps, mais je veux dire les périodes hivernales c'était ça, de grand froid. Et là ils avaient une couverture, pas le droit de faire de feu, pour pas attirer l'attention des ennemis, et puis une couverture, puis très très peu de moyens. Tous m'ont dit, ça a été terrible, c'est le froid. Ils ont tous souffert du froid. Le froid, c'est dans la montagne également. Ouais. Et puis bon, les combats, combats. Ça, on va en parler. Mais leur équipement, ils sont équipés comme le fait américain. Ah oui. C'est d'ailleurs ils sont arrivés avec leur tenue française, la tenue 46 en drap, mais ils sont passés par le camp de Taegu en Corée. Et là, on les a équipés à l'américaine, avec les snowboats, les casques américains, le matériel américain, et l'armement américain, munitions américaines, enfin tout à l'américaine. À l'américaine. C'est un régiment d'infanterie. C'est un régiment d'infanterie. Ils forment le 4e bataillon. Ils ont donc 3 compagnies de voltige, une compagnie d'accompagnement, un petit état-major. Ils s'intègrent rapidement. Ils sont par contre surpris par le fait que les commandants, les lieutenants-colonels, les adjudants, tout le monde mange avec la troupe. Ce qui n'est pas le cas en France à ce moment-là. Alors, on va rentrer sur le terrain. Oui. Comment donc vous allez nous raconter les engagements, peut-être les engagements les plus marquants. Mais d'abord, je veux savoir le baptême du feu de ce bataillon. Quelle date? C'est Wonju. À quel endroit? C'est Wonju. C'est le 10 janvier 1951 à Wonju, au centre de la Corée. Là, il faut bloquer une avancée nord-coréenne, et c'est les premiers combats, et c'est les premiers morts. C'est les premiers combats, c'est les premiers morts, et
comment dirais-je, c'est un épisode emblématique de la guerre de Corée. Les Français, une compagnie française n'a plus de munitions. Ils ont épuisé les munitions parce qu'ils sont surpris par les assauts nord-coréens et chinois, par les vagues. Et là, le lieutenant donne l'ordre de mettre la baïonnette au canon, de sortir des positions et de charger. Et ça a été raconté à toutes les troupes des Nations Unies en Corée, et à tel point que même les états-majors ont fait une note de service en rappelant que la baïonnette n'était pas à utiliser uniquement pour ouvrir la boîte de conserve, mais qu'il fallait également s'en servir au combat. Et ça, c'est les Français et les Turcs qui ont utilisé la baïonnette en Corée. Et les Turcs aussi. J'ai aussi vu des Turcs aussi, qui étaient aussi de sacrés combattants. Alors, à qui font-ils face ? Vous avez parlé de combattants coréens et de combattants chinois. Au début, ils sont partis pour combattre des Nord-Coréens. Et les premiers combats, c'est contre des Nord-Coréens. Mais rapidement, il s'avère que ce sont les troupes chinoises qui se confrontent aux forces de l'ONU. Ils ont une masse humaine qui est inépuisable. Et les communistes de l'époque, comme ceux d'aujourd'hui, puisqu'on voit la même chose en Ukraine, la vie humaine n'a pas beaucoup d'importance, donc on envoie des vagues de combattants, et jusqu'à l'épuisement des munitions. Et je me souviens, mon grand-oncle m'avait dit qu'à Shipyongni, il était chef de pièce d'une mitrailleuse de 30, et il me disait, plus on en tuait, plus il en arrivait. Et il me disait, on avait un mur de cadavres devant nous. Il fallait qu'on rehausse l'axe de tir de la mitrailleuse parce qu'on tirait dans les cadavres. C'est inimaginable. C'est inimaginable, quoi. Ils ont été choqués par ça. Et ils ont été également choqués quand ils ont découvert que c'était des Chinois. Parce que beaucoup de soldats du bataillon, comme je vous disais, avaient fait l'Indochine. Et en Indochine, ils avaient côtoyé des Chinois. Mais qui leur faisaient la soupe, qui vendaient la soupe chinoise, qui étaient commerçants en Indochine. Et ils avaient d'excellents rapports avec les Chinois. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient tiré sur les Chinois, ils étaient un petit peu déboussolés, quoi. Au début, ils ne comprenaient pas. Et les combattants coréens en face très coriaces, très endoctrinés, j'allais dire très racistes, anti-blancs, mais d'une combativité impressionnante, d'un mordant. Et puis quand ils tenaient une position, ils ne lâchaient rien. C'était des combats d'une violence Enfin, je raconte ça comme si je l'avais vécu, ce qui est faux, bien évidemment. Mais je l'ai tellement entendu de la bouche des témoins. Ils m'ont dit que c'était d'une violence inouïe, quoi. Et ils étaient d'une ténacité, d'une férocité incroyable. Et aux côtés des Français et des Américains, il y a des troupes sud-coréennes. Il y a les troupes sud-coréennes. Alors, bien sûr, il y a les troupes sud-coréennes. Et à l'époque, l'armée ROK, Republic of Korea, c'était donc les soldats sud-coréens. Les ROK avaient décidé de décémer quelques soldats sud-coréens dans les unités des forces de l'ONU. Donc les Français en ont eu. Et les Français ont fait une chose que les autres ne faisaient pas. Les Américains, les Canadiens, tout ça, ils essaimaient les soldats ROK qui arrivaient par 2 ou 3, par section, par compagnie. Alors que le général Monclar, lui, il a décidé de les garder en unité constituée. Il a vite compris qu'ils avaient une valeur au feu impressionnante. C'était d'excellents tireurs. C'était des gens d'une robustesse incroyable. Et puis courageux, très courageux. Ils défendaient leur pays. Oui. Et donc, au sein du bataillon, d'abord, on a constitué une petite compagnie qui n'avait de compagnie que le nom, puisqu'ils étaient une quarantaine au début. Et ensuite, au fur et à mesure des apports de Sud-Coréens dans le bataillon, ils ont fini par constituer une compagnie à part entière, et dont l'ossature était française, mais dont la majorité de la troupe était sud-coréenne. Et ça a formé la deuxième compagnie, qu'on appelait également la compagnie ROK. Et il y a eu des liens qui se sont créés, qui étaient incroyables aussi. Quand les anciens me parlaient de leurs camarades ROK, ils avaient les larmes aux yeux, quoi. Ouais. Donc ce baptême du feu est très meurtrier pour le bataillon français ? Il est meurtrier, il y a eu pire. Mais c'est le choc, c'est le premier choc. Donc ils se rendent compte que là, ils vont y laisser des camarades, quoi. Là, ils commencent à comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de la bataille de Shipyongni. Est-ce que c'est un tournant ? C'est un véritable tournant. C'est un véritable tournant pour plusieurs raisons. Parce que jusqu'à présent, l'ONU s'imaginait que la force chinoise était incontrôlable et on ne pouvait pas arrêter les Chinois. Donc,
il a été décidé de faire un point de fixation à Shipyongni, qui est un petit village, un petit bourg. J'ai eu la chance d'y aller. C'est vraiment un petit village au milieu de nulle part, j'allais dire, mais qui était un nœud routier. Et là, l'état-major américain a décidé de mettre le 23e régiment d'infanterie avec des unités d'appui, des Rangers, des chars, etc., et de faire un Dien Bien Phu, quoi. Et là, ça a marché à Shipyongni. Le bataillon, avec leurs camarades du 23e régiment d'infanterie américaine, ont résisté aux assauts chinois pendant 3 jours et 2 nuits. Ouais. Et là, ça a été d'une violence incroyable. Et les Chinois descendaient des pitons qui entouraient... Et nous sommes dans un pays... Alors, oui, il faut dire que la Corée, c'est un pays très montagneux. Ouais. Bon, les montagnes ne sont pas très hautes, mais il y en a partout. C'est ce qu'on appelle là-bas des pitons. Et Shipyongni est dans une cuvette. C'est pour ça que je faisais un petit peu allusion à Dien Bien Phu. C'est une grande cuvette également, avec des pitons tout autour. Et là, donc, le régiment américain et ses appuis s'installent en position défensive. Et comme disait le commandant du régiment, la ligne de défense de son territoire, de son camp, était profonde d'un seul homme. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des tranchées, mais il n'y avait qu'un homme derrière, il y avait plus personne, quoi. Donc c'était un cordon de défense avec très très peu de réserve derrière, très peu de réserve. Et donc chacun avait un poste clé. C'est-à-dire que s'il y en a un qui cédait, c'était tout le périmètre qui cédait. Et là, ils ont résisté, mais de façon incroyable. Et leur grande peur, c'était de tomber à court de munitions. Ce qui a failli arriver, et ce qui est d'ailleurs arrivé. La dernière nuit, ils n'avaient plus de munitions, pratiquement, très peu d'obus de mortier, peu de cartouches. Et là, quand ils ont vu les torches descendre des pitons, ils se sont dit, ça y est, c'est le dernier assaut, c'est terminé. Et en fait, ils ont vu les torches qui descendaient des pitons, qui s'agitaient au loin, mais il n'y a pas eu d'assaut. Et le lendemain, ils se sont rendus compte que c'était simplement des soldats chinois qui venaient ramasser leurs morts, ils ramassaient tous leurs cadavres, et ils se sont repliés. Et si les Chinois avaient attaqué cette dernière nuit, Shipyongni, c'était une défaite. Alors que c'était une victoire. Ça a été une victoire. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un moment fondateur pour l'histoire du bataillon ? Oui, parce qu'à partir de là, pour le bataillon, et puis même pour l'ONU, parce qu'à partir de là, Ridgway s'est rendu compte qu'on pouvait contenir la force communiste, et on pouvait même les repousser. Et à partir de là, il y a eu un nouvel élan. Les troupes de l'ONU ont commencé à remonter sur le nord, et le bataillon, c'est là où j'allais dire, il s'est couvert de gloire pour la première fois, et c'est là où, dans les troupes de l'ONU, on a entendu parler des Français, et à partir de là, tout le monde voulait les Français à côté. Alors justement, comment expliquer cette redoutable efficacité de cette unité qui est pourtant très hétérogène au départ ? Voilà, alors c'était d'ailleurs, comme je vous le disais, la crainte. C'était d'avoir des gars de l'actif, des gars de la réserve, issus de tous les milieux, de tous les âges, et ils se sont dit, mais ils vont jamais pouvoir tenir, ces gars-là, ils vont pas pouvoir résister. Et il faut quand même se dire, moi ce que j'en ai conclu en faisant mes recherches, c'est qu'il y a eu 3 gros contingents. Ceux qui sont partis en 1950 et qui ont fait l'année 51, avec 4 détachements de renfort. Ensuite, il y a eu le 2e contingent qui a fait 52 et le 3e 56, avec des détachements de renfort pour chacun d'eux. Mais tous ceux qui ont fait les combats de l'année 51, le ciment commun, c'était l'anticommunisme. Et c'est ce qui les a motivés. Donc eux, c'était vraiment des soldats politiques, j'allais dire. Mais ils étaient engagés pour ça, et on les avait enrôlés pour ça, et on les avait entraînés pour ça. Donc voilà. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que le temps de 2 ans, ça serait beaucoup trop long, parce qu'ils ne pourraient pas tenir à cause des combats, trop violents, à cause du climat, à cause du temps. Donc il y a eu des relèves. Il y a eu des relèves, et la durée d'engagement était que d'1 an. Mais par contre, si les premiers détachements de renfort jusqu'au détachement numéro 4, 5, il y avait encore des volontaires pour la Corée, à partir de là, quand les militaires, quand les volontaires regardaient les comptes rendus, ils se rendaient compte que c'était d'une violence inouïe, et il y avait moins d'enthousiasme pour aller en Corée. Donc on a dû faire appel à des militaires qui étaient initialement prévus pour l'Indochine, mais qui sont allés là-bas aussi
très courageusement, qui sont comportés de manière exemplaire également, et qui n'avaient rien à envier à leurs prédécesseurs. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que vous avez d'autres anecdotes, d'autres, je dirais, coups de feu Oui, alors des combats. Il y a la côte 1037. Alors, côte 1037, c'était une boucherie. Ça s'appelle une boucherie, quoi. Là, il y a eu un problème que j'aborde dans le livre et que je préfère laisser découvrir au lecteur. Il y a un problème encore de commandement et de relations franco-américaines. Le commandant du régiment avait changé, c'était plus le même commandant. Il ne portait pas trop les Français dans leur cœur et il leur a dit la côte 1037, pour vous les Français, c'est un challenge, donc vous allez la prendre. Et là, ça a été terrible, parce qu'il n'y avait pas de préparation d'artillerie, pas de préparation à rien. Ils l'ont prise. Ils n'ont jamais, les Français en Corée n'ont jamais failli, n'ont jamais reculé. Ça leur a coûté très cher. Ils n'ont pas connu de défaite. Et quand ils reculaient, c'était sur ordre. Et c'était tactique. Non, ils n'ont pas connu de défaite. Donc d'autres exploits que la côte 1037, est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous pourriez... Ah oui, alors vous avez Shipyongni, 1037, Crève-Cœur. Crève-Cœur, alors là... D'où vient ce nom? Alors il semblerait que ce soit un soldat américain qui est interrogé par le commandant Lemire. Le commandant Lemire arrive avec le bataillon à Crève-Cœur en septembre 1951, et puis il voit des Américains descendre des positions, et puis il interpelle un gars, là, il le décrit comme un grand blond, et il lui dit vous êtes d'où là? Il dit on vient de cette côte, là, il y en a marre, c'est un véritable crève-cœur. Il semblerait, c'est Lemire qui le raconte lui-même dans son livre, que le nom de Crève-Cœur a été donné à partir de là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un combat de position. Là, on termine la guerre de mouvement et on rentre dans la guerre de position à Crève-Cœur. Et là, c'est une guerre de position d'une violence inouïe, bombardement. Et assaut continuel pour essayer de prendre les positions qui sont sur les sommets. Et là, c'est là où est tué Raymond Goujon. C'est là où sont tués aussi plein de camarades, bien évidemment, mais le capitaine Goupil, qui était une figure emblématique du bataillon, et Misri, le sergent Misri, la 3e compagnie, qui sera le seul Français à recevoir la Distinguished Service Cross, qui est juste en dessous de la médaille d'honneur. Il la reçoit là-bas, il la gagne là-bas à Crève-Cœur. C'est un combat mythique. D'ailleurs, l'Association des anciens combattants de Corée a pris cette date du 13 octobre comme date anniversaire pour faire ses assemblées générales et pour se réunir, parce que c'est le combat mythique, c'est Crève-Cœur. Après, il y en a eu d'autres, bien évidemment, et en 1952, il y a Arrowhead. Alors Arrowhead, c'est un combat dantesque aussi, et incroyable. Je vais l'aborder en quelques mots. C'est le combat des pionniers. Les pionniers, c'est une petite section qui est positionnée bien au-devant des positions françaises, à 500 mètres sur une petite crête. Et là, il y a 49 pionniers qui sont là, qui sont positionnés là, et qui doivent servir de sonnette. Au début, c'est une position dite de sonnette, c'est-à-dire pour signaler quand l'ennemi va arriver. Et finalement, ordre est donné, ça devient une position sans ordre de recul possible. C'est-à-dire qu'ils se savent sacrifier, ils savent qu'ils doivent rester sur place. Sur 49 pionniers, il y aura 17 tués, tous ont été blessés, il y a 3 disparus, il y a 2 prisonniers. Et j'ai eu la chance de rencontrer des anciens pionniers, Salise, Bézama, Rib. Et Bézama, qui était devenu un ami, qui est paix à son âme, il est parti maintenant. Il a été fait prisonnier là-bas, mais il m'a raconté le Arrowhead. J'en ai des frissons quand je vous en parle actuellement. Et c'est sincère. Il me dit, imagine-toi, on était donc dans notre tranchée, pareil. Ils étaient les 49 l'un à côté de l'autre parce qu'il n'y avait personne derrière. Ils étaient à 500 mètres derrière. Et il me dit, il est 18h45, 19h. On n'y voit rien parce que en octobre, il fait nuit. Il y a la fumée des bombardements. Ils ont reçu des bombardements toute la journée. Et il dit, on ne voit qu'à 3-4 mètres devant nous. Après, c'est un brouillard. Il dit, là, on attend. Ça se calme un petit peu, le bombardement. Et on entend des cliquetis, les Chinois qui arrivent. Et il me dit, on voit un mur de Chinois qui sort de la brume devant nous. Et là, il dit, on tire la mitrailleuse, on tire au fusil, on tire la mitrailleuse. Il dit, c'est un carnage. Ils se battent au couteau. Les gars se battent au couteau. Ils se battent à la grenade. Et un officier, le lieutenant Perron, il est blessé 7 fois dans le combat. Bézama est blessé, fait prisonnier. Enfin, c'est un combat aussi mythique.
Donc le premier engagement, donc début 51, la guerre va continuer jusqu'en 1953, juillet 53, 27 juillet c'est vraiment 3 ans, 3 ans. Ah oui, pratiquement, ouais. Au fur et à mesure, donc le bataillon s'aguerrit, il y a des relèves. Comment vivent ces hommes l'armistice? Comment l'armistice arrive? Alors, j'ai posé la question à un combattant qui a connu cet armistice, Charles Gonin, qui était aussi un ami, un homme exceptionnel. Lui, il a connu l'armistice. Il n'y croyait pas. Enfin, c'est passé, comme j'allais dire, comme une lettre à la poste. Il m'a dit, du jour au lendemain, on n'a plus de canonnade, plus de bruit, un calme assourdissant. Il faut bien expliquer pour nos téléspectateurs que finalement donc, le Sud continue de grignoter, de remonter vers le Nord. Alors à partir de Crèvecoeur, donc à partir d'octobre 1951, le front ne bouge plus beaucoup. On gagne un petit peu parce qu'il y a les pourparlers qui commencent à Panmunjom, puisque les communistes, voyant qu'ils perdent du terrain et qu'ils risquent de perdre la guerre, en pareille situation, ils utilisent leur meilleure arme, c'est-à-dire la ruse, et ils disent là, on va essayer de faire des pourparlers de paix. Et donc à partir de là, les forces de l'ONU ne cherchent plus qu'à limiter les avancées nord-coréennes et chinoises. Et quant à elles, les forces de l'ONU ne gagnent que peu de terrain et ne cherchent pas à en gagner tellement. Ils cherchent à maintenir le niveau. Et on reste là, peu ou prou, au niveau du 38e parallèle. Donc armistice. Et là, c'est le retour en... Pas tout de suite, parce que 27 juillet 53, donc armistice, ça va très vite à partir de là. En quelques jours, les forces ennemies doivent reculer chacune de 3 km de chaque côté de la zone DMZ, la DMZ, donc, qui se retrouve pratiquement comme au début de la guerre, grosso modo le 38e parallèle. On recule, il faut démonter toutes les structures qui ont été bâties, les bunkers, les radios, les équipements radio, les barbelés, on ramène tout ça sur l'arrière, on refait des positions défensives parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, on attend jusqu'au mois d'octobre le mouvement sur l'Indochine. Le bataillon quitte la Corée et part continuer son combat en Indochine. Et on laisse un petit groupe... Les hommes sont dispersés dans différents régiments Non. Certains retournent dans leurs armes d'origine. Mais sinon, le bataillon français de l'ONU devient le premier bataillon du régiment de Corée qui est créé en Indochine, à 2 bataillons. Et là, ils gardent cette cohésion. Quelques-uns sont versés dans le 2e bataillon pour former, etc. Mais grosso modo, ce qu'on appelle maintenant le bataillon de Corée constitue l'ossature du premier bataillon du régiment de Corée. Et là, par contre, ils se font étriller en Indochine parce que les communistes savent que c'est le bataillon de Corée et ils leur en veulent, j'allais dire, à mort. Ils leur font payer. Ils leur font payer très, très cher. Alors justement, quel est le bilan de la guerre de Corée et le bilan, les pertes humaines pour ce bataillon français? Alors pour le bataillon français, donc je disais tout à l'heure avec Jean-Michel Besson, on a établi la liste à 3667 soldats qui ont mis le pied en Corée, qui ont combattu en Corée. Sur ces hommes-là, il y a 267 soldats français qui sont morts pour la France en Corée, dont 8 disparus. Beaucoup de prisonniers également? Il y a eu 12 prisonniers. Ils sont tous revenus dans un état lamentable, comme on peut l'imaginer, mais ils sont tous revenus. Et pour la plupart, après un petit congé de fin de campagne, ils ont réintégré leurs unités, puis ils ont continué à servir leur pays. Tous ne sont pas retournés dans l'armée, j'imagine? Tous ceux qui venaient de la réserve, non. Il y en a quelques-uns qui sont entre bataillons pour se faire activer, justement, pour essayer de rentrer de nouveau dans l'armée. Il y en a qui ont continué une carrière militaire, mais il y en a beaucoup qui sont retournés à la vie civile. Alors, ils avaient, j'imagine, tous le sentiment du devoir accompli. Bien sûr. En revanche, en France, c'est l'oubli, voire l'insulte, voire le... En 53, on est encore à la guerre froide. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand les premiers volontaires ont embarqué à Marseille pour partir en Corée, ils étaient applaudis sur la Canebière quand ils ont défilé, mais ils étaient également hués. Il a fallu des cordons de CRS. Une anecdote intéressante, c'est lors du départ du DR6.
Donc c'est-à-dire c'est le deuxième gros contingent qui constitue la relève. Donc ça, c'est en décembre 1951. Ils arrivent en février 52. Quand ils partent de Marseille, le DR6, il y a 500 DR6, je ne sais plus, enfin bon, peu importe, il y a 600 hommes à peu près. Hein. Ils montent sur le Skogum, qui est un navire norvégien, et ils partent, direction de la Corée. Et manque de peau, le bateau, il a une avarie, il faut qu'il revienne à Marseille. Sauf qu'entre-temps, la Marseillaise, qui est un journal communiste de Marseille, avait vilipendé le bataillon, bande de mercenaires, etc. Donc, le bateau revient, les volontaires prennent connaissance de cet article, et là, il y a à peu près 200 gars, sous les ordres du lieutenant Barès, qui se dirigent vers la cellule du PC, et qui mettent la cellule à sac. Ils cassent toutes les machines à écrire, ils foutent tout en l'air. Les CRS essayent d'intervenir, mais ils se gardent bien, ils bougent pas. Et voilà, donc pour vous dire que c'était quand même violent, même en France, quoi. Le bataillon n'était pas apprécié par tout le monde. On a dit tout un tas de choses sur ce bataillon. On a dit que les gars étaient partis pour l'argent. Alors qu'il faut savoir qu'encore une fois, je reprends toujours l'exemple des premiers volontaires, quand ils sont partis, ils n'ont connu le montant de leur solde que lorsqu'ils étaient sur le bateau. Et cette solde, elle était alignée sur la solde des soldats en Indochine, qui correspondait grosso modo au salaire d'un ouvrier à l'époque. Donc ils ne sont pas partis pour l'argent. Alors, la Corée du Sud, en revanche, leur rend hommage régulièrement. Alors, oui. Bon, j'ai eu une chance, une grande chance, c'est d'aller 3 fois en Corée. Et chaque fois que je suis allé en Corée, c'était avec l'association des anciens du bataillon de Corée. Et la Corée nous met à disposition des bus, bien évidemment, etc., des hôtels et tout. Et sur les bus, vous avez des grands bandeaux, vétérans français. Et quand vous voyagez dans ces bus et que vous traversez la Corée, les Coréens vous envoient des baisers. Mais c'est inimaginable. En France, si, pour les joueurs de foot, mais pas pour les soldats. Pas pour les soldats, non. Eh bien, écoutez, merci infiniment Jean-François Pelletier pour tout ce récit de la guerre de Corée, hein, qui est, c'est vrai, complètement oublié. On en parle absolument très peu, du moins dans les livres scolaires. Je voudrais dire une dernière chose. Oui, je sais ce que vous allez dire. Je vous laisse parler. Je vais parler du livre, donc, qui sort à l'heure à laquelle nous enregistrons l'émission. Le livre n'est pas sorti. Tout à fait. Il va sortir fin novembre. Il doit sortir. Il est sous presse. Voilà, fin novembre. Il est sous presse, donc je disais 500 pages, 900 photos, 900 photos inédites, des cartes. C'est aux éditions Emdal. Et là, vous allez le dire, c'est que les droits d'auteur du livre, ça n'ira pas dans votre poche, mais... Ça ira, j'explique pourquoi. Si j'ai encore une petite minute. Allez-y. Voilà, je souhaite faire don de mes droits d'auteur à un orphelinat en Corée. Tout ça parce que le bataillon français a entretenu toujours un lien avec les orphelinats en Corée. Quand ils étaient en permission, ils allaient là-bas, ils donnaient des bonbons aux enfants, ils ramenaient des victuailles. Et ce sont les religieuses, ce qui étaient des religieuses françaises à l'époque, les sœurs de Chartres, qui ont brodé le premier fanion qui a été arboré en Corée par le bataillon, c'était les sœurs de cet orphelinat. Donc, je me suis dit que ce livre, c'est pas mon livre, moi je n'ai fait qu'écrire, mais que rassembler les histoires de ces gars-là. Et je pense que, vu ce qu'ils ont fait eux, pour la Corée et ce qu'ils ont fait pour ces petits Coréens, je me devais de faire le minimum, c'était ma pierre à l'édifice, quoi. Mais voilà. C'est un beau geste qui peut inciter nos téléspectateurs donc à se procurer ce livre sur les Français dans la guerre de Corée, qui va paraître aux éditions Emdal. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous cliquez bien sûr sur le pouce levé sous la vidéo et vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.